Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour ces flop 10 de l'année 2024. Avant de rentrer plus dans le vif du sujet, j'avais quelques points à aborder avec vous. Le premier, on va commencer par un truc plutôt chouette, par un palier franchi, la barre des 600 abonnés sur la chaîne. Merci à tous, enfin ça fait plusieurs jours mais voilà, je voulais attendre de réaliser cette vidéo flop vraiment pour vous remercier publiquement et généralement parce que voilà c'est quand même encourageant dès le début d'année parce que j'ai dépassé 600 abonnés quelque chose comme entre le 31 et le 1er janvier donc merci à vous, c'est cool et moi ça me motive vraiment à vous produire vraiment du contenu, des vidéos, des critiques vraiment de qualité et le plus régulièrement possible donc déjà merci à vous. Voilà, c'est vrai qu'en plus la chaîne a connu quelques irrégularités par le passé, voilà, je m'étais un peu exprimé sur le sujet mais là vraiment l'année 2024 a signé son grand retour et pour cette année 2025 pareil, je ferai en sorte d'être le plus régulier et le plus intéressant possible donc merci déjà pour ça. Ensuite donc j'avais déjà réalisé une première vidéo flop donc qui avait suivi donc la première vidéo top mi 2024. Donc il y a des films que j'avais abordé déjà donc, dans ce flop sur lesquels je ne reviendrai pas ou que très brièvement dans ce nouveau flop 10 2024. Voilà, donc là on boucle vraiment la boucle, donc, la boucle pardon, des top flops de l'année 2024. Voilà. Ensuite, il y a des films que je n'aborderai pas dans ce flop parce qu'en fait je me suis déjà tellement énervé dessus, donc dans les critiques que j'ai déjà faites, voilà. Il y a notamment Venom 3 que j'ai pas mis dans ce flop parce que j'étais tellement vénère quand j'ai fait ces critiques. Enfin, ça se voyait pas au moment de la vidéo et si vous retournez la voir, je fais plus en rigoler que me mettre en colère dessus, mais voilà, j'avais pas envie d'en rajouter une couche, parce que quand il y a des films comme ça qui respectent aussi peu leur public, qui sont autant des naufrages artistiques, quand il y a autant rien qui va, que ce soit dans le scénario, dans le fil conducteur, dans le jeu des acteurs, enfin voilà, Venom 3, pour moi, ça fait partie de ces films qui arrivent sur grand écran par erreur, alors qu'il y a des films qui n'ont même pas eu la chance, eux, de sortir en salle, alors qu'ils sont pourtant vraiment d'un tout autre niveau, ou même des films qui n'ont pas eu du tout de succès, genre Furiosa par exemple, ou même Babylone, qui ont été des échecs scandaleux aux US ou même en France. Quoique, non, Furiosa, non, flop un peu partout dans le monde, et Babylon, c'était uniquement aux US qu'il a floppé, alors que Venom 3, ça cartonnait partout dans le monde. Enfin, il y a des fois, je ne comprends pas la réception critique, aux spectateurs, ou au box-office d'un film, et Venom 3, pour moi, ça fait partie donc de ces mystères industriels qui sont vraiment des pures merdes. Voilà, je n'ai pas peur des mots, parce que moi, quand je l'ai pas revu le film, hein, mais le seul visionnage que j'ai eu, il m'est resté en tête, et je me suis dit, non mais c'est, à un moment donné, c'est pas possible, en fait, j'ai même pas l'impression d'être respecté quand je sors de film, donc je ne l'ai pas mis dans mon flop. De même pour Ghostbusters, enfin le dernier Ghostbusters sorti en date, La Menace de Glace, que j'ai trouvé catastrophique. Pareil, là par contre j'avais fait une critique plutôt vénère, dans laquelle j'étais assez vénère, assez énervé. Voilà, je trouvais que enfin le film pour moi devait absolument conclure la franchise. Enfin, ça l'a conclu lamentablement, mais on doit absolument s'arrêter là pour cette saga, parce que voilà, il y a des sagas, plus il y a un film qui se rajoute, plus la saga sombre dans quelque chose qui n'est plus cohérent, qui n'a plus aucun sens, et voilà, c'est navrant. Est-ce que j'en oublie un? Non, voilà. En tout cas, donc il y a des films, voilà, sur lesquels je suis déjà revenu en cours d'année, sur lesquels je ne reviendrai pas dans ce flop. Et une dernière chose, j'ai quand même passé une belle année cinéma 2024. Hein. Voilà, de toute façon, je me suis pas mal exprimé déjà dessus pour la vidéo top 10. Mais même s'il y a des séances que j'ai plus mal accueillies que d'autres, globalement, je suis satisfait des films que j'ai vus. De toute façon, c'est le jeu hein, du cinéma. Il y a des films qui atteignent des niveaux assez exceptionnels, d'autres qui sont leur strict opposé. C'est comme ça, c'est le jeu. Bref, remerciements pour les 600, les flops qui ne sont pas dans cette liste, et une belle année cinéma malgré tout. J'ai à peu près fait le tour. Numéro 10. Pour cette 10e position, j'avais déjà fait une longue vidéo sur laquelle j'étais revenu sur plusieurs points qui m'avaient bien énervé ou qui justifiaient le pourquoi du comment cette suite n'était pas réussie et contredisait tout ce que le premier avait raconté. Voilà. Mais j'attribue aujourd'hui plus la faute au studio, en l'occurrence à Warner Bros, qu'au réalisateur Todd Phillips, qui pour moi avait fait un excellent taf sur le premier, mais je dirais que Warner Bros lui a fait une sacrée pression pour qu'il fasse une suite que lui-même
ne voulait pas faire en fait, hein, voilà, puisque si vous lisiez bien, voilà, l'actualité après la sortie du film, Todd Phillips, il n'avait pas de projet de faire une suite, enfin, il avait des idées comme ça, mais ça ne voulait pas forcément dire que le mec était chaud pour les exécuter lui-même, voilà, il m'avait semblé lire en 2019 ou 2020 que le mec, enfin, que Todd Phillips disait, ouais, si quelqu'un veut reprendre mon flambeau, ou qu'on puisse faire une petite série dessus, enfin voilà, le mec, il va pas forcément idée de faire cette suite Joker Folie à 2 qui a été pour moi voué à l'échec depuis le début. Voilà, pour moi, le premier film se terminait très bien, se suffisait à lui-même. Ce qu'il avait raconté, ça se racontait très bien. Joaquin Phoenix avait très bien porté l'ensemble. Enfin voilà, et pour moi, cette suite en fait contredit tout ce que le premier a raconté. Voilà, le premier te dit, cet homme il est devenu le Joker parce que si, parce que ça. Et le deuxième passe 2 heures et demie à te dire ah ouais, mais non, en fait, les deux sont indissociables. Hein. Celui qui a commis les meurtres dans le premier, c'est pas Arthur Fleck, c'est le Joker. Et le Joker, c'est pas Arthur Fleck. Et en fait, le Joker, il n'existe pas. Il y a juste Arthur Fleck. C'est juste parce qu'Arthur Fleck, il a eu une vie très mouvementée que du coup, il s'est enfermé dans ce personnage. Bref. En fait, le deuxième veut contredire, voilà, l'encontre supprime tout ce que le premier te dit, voilà, le premier c'est une origin story et le deuxième du coup te dit ouais mais non en fait c'est pas du tout ça. Donc en fait quand t'as un scénario qui te raconte l'inverse et qui va à l'encontre alors que c'est censé faire l'inverse, bah là t'as juste envie de te dire oui mais non ça ne peut pas marcher. Et puis il y a d'autres incohérences dans ce second scénario qui font que cette suite ne pouvait pas fonctionner. Alors, il y a de bonnes choses, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que le film ne se retrouve qu'en 10 position, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses. Voilà, Joaquin Phoenix, il fait encore une superbe interprétation. D'un point de vue cinématographique, photographique, musical, ça marche très bien. Enfin, l'aspect comédie musicale n'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Moi, j'aime les comédies musicales quand elles sont bien faites. Et pour moi, Joker Folie à 2 sur ce point marche. En fait, pour moi, c'est tout son scénario qui fait que le film échoue, mais pas le reste. Voilà, tout ce qui est Lady Gaga, Joaquin Phoenix, enfin, les acteurs en général. La forme du film ne me dérange pas. C'est vraiment plus moi son fond qui me pose un horrible problème. D'autant plus qu'en plus il y a de très bonnes scènes qu'on a vues en bande-annonce qui ne sont même pas dans le film. Donc bon, la scène des escaliers, il y a des scènes de danse, en bref. Mais voilà, pour moi Joker Folie à 2 ne fonctionne pas. Pour moi c'est juste une erreur de la Warner qui a fait pression sur Todd Phillips. Et depuis le début, voilà, mais moi je le savais depuis que le projet était annoncé qu'il ne fallait pas faire ça, ou alors il fallait rester dans la suite et reprendre. Voilà, il reprend juste après le premier. Alors là, ça se passe 2 ans après, donc non, ça ne pouvait pas marcher. Donc en deuxième position, Joker Folie à 2, parce que voilà, ma vidéo est présente, et voilà pourquoi. Pour le numéro 9, je vous avoue que j'avais quelques attentes, et il se trouve que ça a été une grosse déception. Voilà, parce que je me suis dit qu'Alien, un Alien par Fede Alvarez, ça pouvait donner quelque chose de sensationnel, de jouissif, de violent, de sale, etc. Sachant que la saga Alien a toujours su être violent et avoir un degré de crade, de sang, enfin voilà. Et moi j'aime beaucoup le travail de Fede Alvarez. Vraiment, j'en ai parlé à maintes reprises et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Son Evil Dead était génial. Et je me suis dit, ça, dans l'univers d'Alien, ça va être génial. Vraiment, je vais... Enfin, regarde Alien Covenant, regardez Prometheus, il y a quand même des moments violents, et moi je voulais encore plus que ça, parce que mais avec une personnalité, tout en ajoutant quelque chose à la mythologie Alien, parce qu'Alien maintenant c'est quand même un univers qui est installé dans le patrimoine de la pop culture et du cinéma depuis plusieurs décennies maintenant, et je me suis dit, il y a des choses à dire. Je pense que le mec peut faire un truc vraiment sympa, tout en laissant exprimer son art et son expression cinématographique. J'ai eu tellement tout faux et j'ai été tellement déçu. Enfin bref, c'est un film qui est vain, qui est vide et qui est sans intérêt. La seule qualité qu'il a, c'est que c'est beau, c'est bien fait. Enfin, je veux dire, la forme, dans la mise en scène, etc. Il y a un truc qui fonctionne. Même quand il met en scène le xénomorphe, c'est vraiment bon. Parce que bon, il n'y a pas que de mauvaises choses dans ce Alien. Mais je veux dire, d'un point de vue scénaristique, c'est tellement vite, il se passe pas grand chose, on s'emmerde. Vraiment, enfin moi, au bout de 30 minutes, je me suis dit qu'est-ce qui se passera dans ce film, c'est vraiment waouh quoi, ça se passe dans l'espace, mais il n'en reste que on n'entend rien du tout. C'est silencieux, c'est macabre, il y a rien quoi. Alors certes il y a une atmosphère, voilà, c'est vrai que la base d'Alien Romulus reprend un peu celle du coup du premier Alien. Il y a aussi quelques clins d'œil avec la réapparition donc de l'androïde Diane Holmes. Bon, après les effets spéciaux laissent un peu à désirer, mais bon, de toute façon on n'est pas à un défaut près puisque ça en reste un opus qui est ni fait ni à faire. Voilà, pour moi, t'enlèves Alien Romulus entre le 1 et le 2,
tu vois pas la différence, quoi. D'ailleurs, ça aurait dû être une histoire indépendante, voilà, je sais pas pourquoi ils ont essayé de relier ça, ils ont essayé de placer ça entre deux opus, il faut arrêter de faire ça, voilà, ils font comme avec Star Wars, où il y a 50 000 films et séries qui se passent entre le 3 et le 4, et au final, ça n'apporte pas grand-chose, voilà, il faut arrêter comme ça de placer des films, des séries, des préquels, des sequels, entre le 1 ou le 2, le 6 et le 7, le 5 et le 4, enfin, à un moment donné, il faut, si vous voulez faire une nouvelle histoire, faites-la dans une chronologie totalement différente, parce que après, ça ne sert à rien, il y a une cohérence à respecter, ou alors il y a une pression derrière, il y a un cahier des charges, et beaucoup échouent à ça, donc c'est une entreprise vraiment qu'il faut arrêter. Et Alain Romulus aide cela, voilà, donc non, bah moi en seul, on m'a conseillé de le revoir, on m'a dit, tu devrais essayer de le revoir, j'ai dit non, bah non, je vois pas pourquoi, et c'est un film qui m'a vraiment déplu au premier visionnage, et je vois vraiment pas l'intérêt de me refaire sur ça, surtout si c'est pour me rennuyer 1 heure et demie, 2 heures, je sais même plus combien de temps il dure, mais dans ma tête il semblait un peu long, vraiment tellement ça n'a rien compté rien. Même s'il y a un travail d'atmosphère, encore une fois, si l'android dans le film il est à peu près intéressant, mais bon, hein, faut bien respecter quand même les codes de la saga initiée par Ridley Scott, même si beaucoup détestent Ridley Scott pour son travail sur Alien et sur Prometheus et Covenant, mais je suis navré de vous le dire, mais moi vraiment après avoir vu Alien Romulus, j'étais d'autant plus motivé à revoir Prometheus et Covenant, que je n'avais pas forcément compris, mais que je trouverais sans doute beaucoup plus intéressant et abouti d'un point de vue cinématographique et scénaristique. Voilà. En numéro 8, Sans un bruit, jour 1, réalisé par Michael Sarnowski. Alors, sur celui-là, j'avais pas vraiment d'attente et pourtant j'avais beaucoup aimé les deux premiers, voilà, Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, qui je trouve sont très complémentaires. Voilà, le premier c'est une sorte de film d'horreur où les artifices, où les créatures sont vraiment bien foutues. Voilà, tout ce qui est gestion du son, de la mise en scène, de l'attention, il y a vraiment un travail qui est très efficace sur tout ça. Les acteurs aussi, enfin John Krasinski qui est pourtant plus connu dans le domaine comique puisque c'est l'un des héros de la série The Office que je n'ai toujours pas vu, je vous prie de m'en excuser, mais là il fait un très bon boulot avec sa compagne Emily Blunt, enfin il y a un bon duo de ce couple-là qui font un bon boulot, aussi bien en tant qu'acteur que metteur en scène sur ce film-là. Et le deuxième qui vient nous apporter des éléments en plus pour notre compréhension de l'univers et vraiment qu'on explore plus de lieux, qu'on découvre plus de personnages et avec un travail sur le son qui est encore plus travaillé et sur les mouvements aussi, sur le jeu d'acteur. Enfin, voilà, tout est encore plus renforcé dans le 2. Et bah, ce premier, quand tu le vois et tu te dis, bon, et celui-là, il vient ajouter quoi en fait aux deux autres? Voilà, il n'y a aucune information. Alors, si on voit les créatures débarquer dans le monde, voilà, viennent New York, donc nouvelle unité de lieu, nouveau comédien, il se démerde bien, le Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, mais c'est les deux choses nouveaux, quoi, on n'apprend rien de spécial, d'autant plus que, enfin, vraiment, tu ressens la sens et tu te dis, ouais, bon, et après, à quoi ce nouveau film nous a avancé? Bah, j'ai envie de vous dire, ah, rien du tout, voilà, enfin, tout ce qu'on avait besoin de savoir se trouve dans la finalité du 2, voilà comment neutraliser les créatures, et vraiment, j'avais trouvé que le final du 2 était assez efficace, et que tu n'étais pas vraiment indispensable, voire même pas du tout, quoi, donc l'intérêt donc de ce préquel, vraiment pas, il faut arrêter vraiment cette entreprise de vouloir ajouter des préquels, des sequels, des films qui introduisent, ou des films qui complètent une trilogie, tout ça parce que les deux premiers ont bien marché, mais s'il n'y a rien d'autre à raconter, pas d'informations à ajouter, etc., ça ne sert à rien. Voilà, et là, il y a juste deux nouveaux comédiens qui affrontent cette nouvelle menace venue d'ailleurs. Et voilà, donc c'est le chaos de partout, il y a des explosions. Donc oui, niveau atmosphère, c'est bien foutu. Voilà, il y a une mise en scène, il y a une immersion dans le chaos qui est bonne. Mais bon, même je trouve que dans le rythme, il y a quand même... c'est très irrégulier. Enfin, il y a des fois, on est au cœur de l'action. Par d'autres fois, on s'ennuie un peu. Donc bon, c'est coup-ci, coup-ça pour le rythme et la gestion du temps. On a l'impression que c'est très lent pour pas raconter grand-chose. Donc non, c'était pas un film très très utile. Voilà, il m'a pas énervé, mais je me suis juste dit, ouais, bon, bah c'est un préquel assez oubliable. On va vraiment rester sur les deux qui forment un tout déjà très très correct et très bien bossé, et, aussi bien sur la forme que sur le scénario. Voilà, donc en numéro 8, sans embrouille, je vous rends. Numéro 7. Alors celui-là pareil, j'en avais déjà fait une vidéo, enfin je l'avais déjà mis dans mon premier flop et j'en avais parlé aussi dans les premières sorties de janvier 2024. Priscilla de Sofia Coppola. Alors
Je l'ai pas revu depuis, donc j'avoue que le film, il s'est un peu tassé dans ma tête parmi tous les autres films que j'ai vus et appréciés ou détestés, ou pas aimés tout simplement. Mais c'est très loin, déjà, c'est très loin d'être la meilleure œuvre de Sofia Coppola, même si c'est très joli dans la reconstitution de l'époque, dans les décors, dans les costumes, etc. Mais en fait, ce qu'elle a raconté sur Priscilla Presley, c'est tellement peu intéressant. En fait, il y a tellement aucune information, rien à retenir sur ce personnage quand le film est terminé. Et c'est justement au moment où le film se termine, et comme je l'avais dit quand j'en avais déjà parlé, que le film aurait dû se terminer en fait. Voilà, quand elle se sépare d'Elvis à la fin, et que du coup elle s'émancipe, elle prend son indépendance, que le film aurait dû débuter. Voilà. Qu'est-ce que fait Priscilla quand elle se sépare d'Elvis? Ça aurait dû être le point de base de Priscilla. Or là, du coup, elle partage énormément de moments avec Elvis, somme toute bien incarné par Jacob Elordi, mais j'ai plus un penchant pour Austin Butler dans le film Elvis, qui était déjà un film suffisant sur Elvis en lui-même. Et bah là, du coup, en fait, c'est censé être un film sur Priscilla, mais c'est plutôt un film sur Priscilla et sa vie de couple avec Elvis. Donc bon, déjà, quand tu fais apparaître Ellie dans un film qui est censé être sur Priscilla, bah ça ne fonctionne pas. Alors certes, Sofia Coppola a toujours bien su montrer la femme, elle a toujours bien su la filmer, sa solitude, son désespoir, lutter contre l'indépendance des femmes par rapport aux hommes, enfin l'indépendance des femmes par rapport aux hommes et tout, qui était aussi l'un des principaux sujets de Virgin Suicide. Voilà comment les femmes, quelle relation les femmes ont avec avec les hommes. C'était aussi le sujet de Lost in Translation, de Les Proies et tout ça. Enfin, pourtant, Sofia Coppola, c'est une thématique qu'elle sait assez bien gérer. Voilà, les relations hommes-femmes, les relations ambiguës, tout ça, les relations de couple, les relations toxiques, c'est quelque chose qu'elle sait bien gérer. Mais là, pour le coup, ça fonctionne pas parce que là, c'est censé être un film sur une femme, sur Priscilla. Mais enfin, en fait, son sujet, c'était de comment une femme indépendante, comment une jeune femme arrive à gérer son rapport au couple avec Elvis pendant que celui-ci est en train d'être une star. Mais est-ce que c'est vraiment bien traité? Est-ce que le sujet est vraiment si intéressant que ça? Bah non. Et quand tu arrives le film, tu te dis, ah, peut-être que c'est pareil que tu as dû commencer son histoire. Et non pas en explorant cette relation, mais plutôt elle toute seule. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Donc non, mis à part un assez beau travail de l'image et Kalen Spacey, donc un Priscilla qui la joue bien, même si elle n'a pas grand-chose à jouer. Ouais, mais bon, sinon on a tellement de scènes où ils sont en train de glander, de s'amuser au lit, mais qu'est-ce que ces scènes ont d'intéressant, franchement. Donc non, Priscilla de Sofia Coppola en septième position. En sixième position, un drame de Todd Haynes, pareil, j'y suis déjà revenu sur les premières vidéos, donc 2 janvier 2024, enfin sur les premières sorties, donc d'il y a un an. Make December avec Natalie Portman et Julianne Moore. Franchement, c'est d'un calme, c'est d'un chiant. C'est typiquement ce film d'auteur où derrière on a un metteur en scène qui essaye de filmer le rien, le néant, l'ambiguïté sans y arriver, tout ça. Bon, Todd Haynes, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé son travail sur Carol et tout ce qu'il a fait d'autre. Non, je crois que c'est le seul film que j'ai vu de lui, mais j'ai bien aimé ce qu'il a fait là-dessus. C'est pour ça que j'étais impatient de voir son travail sur ce film-là. Mais May December, c'est bon, c'est censé raconter une histoire d'adultère, une relation interdite entre une jeune femme, entre une femme mûre et un jeune homme tout juste sorti de l'adolescence d'une vingtaine d'années, il me semble que c'est une histoire vraie. Franchement, je trouvais ça tellement vide, c'est désincarné, puis il y a une musique qui règne sur tout le film, un espèce de son lourd, un espèce de son ambigu, vraiment lourd, qui te donne mal à la tête, qui te reste en tête en plus. J'ai trouvé ça vraiment oppressant et en fait c'est oppressant, c'est malsain et c'est vide quoi. À l'image, au rythme, au scénario, tu vois ce que le mec il veut essayer de te raconter, le message ou la morale qu'il veut essayer de te faire passer, mais c'est un échec pour retranscrire tout ça à l'écran quoi. Tu ressens rien parce il y a un ton désincarné, c'est plat, c'est vide, il y a une atmosphère tellement lourde que c'en est
insupportable, donc c'est un film qui est insupportable et vide en même temps. Et l'histoire qu'il veut te raconter, bon, même si elle est bien portée, voilà, je veux dire, Natalie Portman et Julianne Moore, c'est quand même deux grandes actrices, bah même là, le travail de ces actrices par rapport à l'histoire, par rapport au contexte, même ça arrive même pas à sauver les meubles, quoi. Pourtant, enfin, il a quand même deux bons éléments, il a quand même deux actrices d'exception dans son film, et il arrive même pas à en faire quelque chose de vraiment palpable, mais plutôt d'insupportable et de très très désincarné quoi. C'est un drame, c'est un thriller, enfin c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est vraiment plat, désincarné, c'est lourd, c'est long, enfin il y a rien qui va quoi sur la gestion du temps, de l'atmosphère du jeu d'acteur, enfin c'est waouh, quoi, tu rentres là-dedans, tu te dis putain que insupportable ce truc. Vraiment, c'est le genre de style de film d'auteur, un peu expérimental aussi, mais vraiment, qu'est-ce que c'est très lourd, c'est un film où voilà, où le plan perdure avec un son très très lourd derrière qui veut essayer vraiment de te faire ressentir tout ce qui se passe à l'image, mais diable, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Et encore une fois, bon, on a beau avoir deux grandes actrices à l'écran, quand y a rien qui fonctionne à côté ou à l'image ou à la musique ou même dans le scénario, dans les tensions, enfin c'est quand même censé nous faire ressentir une certaine tension sexuelle entre certains protagonistes, voilà. Certains plans y arrivent, mais sinon c'est laborieux comme truc, hein. C'est vraiment très laborieux. Donc Man December en 6ème position. En 5ème position, bon alors là on passe du coq à l'âne, on passe de films d'horreur à ça, Madame Web de C.J. Clarkson. Alors, je vais pas m'attarder dessus parce que j'en avais fait déjà une critique dans laquelle j'avais dit que j'avais passé un moment moins pire que dans Venom 3 et d'autres qui viendront non stop et que d'autres que j'ai déjà cités. Genre, je me suis même plus amusé à regarder Madame Web que May December ou Priscilla ou même plus que dans un vrai jour, hein. C'est pour vous dire, mais bon, ça n'en fait pas un bon film pour autant. C'est juste que je trouve les héroïnes sympas et que j'aurais eu plaisir éventuellement à suivre leur parcours et leur développement s'il y avait une suite, ou même une trilogie ou autre. Mais bon, vu que le film a été un échec au box-office, un flop, etc., et que même ces actrices en ont fait une promo absolument catastrophique, à l'image du film évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelques moments qui passent bien. Voilà, c'est un divertissement, bon, certes, qui est bourré de défauts, effets spéciaux non aboutis, vraiment dégueulasses, montage assez affreux, plein d'incohérences dans le scénario. Enfin, ouais, c'est un film dans lequel rien ne va. Mais c'est pas le pire de tout ce qu'on a vu dans le Sonic Extended Universe. Voilà, bon, j'ai pas vu Kraven le chasseur, j'ai pas vu Morbus, et honnêtement, c'est pas. Je m'en passe, hein, je m'en passe très bien, je m'endors très bien la nuit. Mais Madame Web a au moins des qualités dans ses héroïnes. Voilà, il y a une bonne alchimie entre toutes. Leur jeu n'est même pas à 20. Enfin, je veux dire, elles tentent de jouer quelque chose, elles tentent de porter, de donner vie un petit peu à leur personnage. Et par moments, ça fonctionne. Voilà, par moments, il y a comme des scènes d'action entre elles qui fonctionnent assez bien. Voilà. Et je dirais que leur alchimie relève un peu de ce qu'on avait vu entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland dans le No Way Home, par exemple. Elles ont une alchimie presque aussi sympathique. Enfin, ce qui ressort entre toutes elles, ça fonctionne bien quand elles sont à l'écran. Mais après, bon, pour ce qui est du reste, scènes d'action et tout ça, encore une fois, c'est même le méchant, hein, Taraim, je sais pas ce qu'il est venu foutre là-dedans, hein, c'est dommage, hein, parce que bon, entre ça et Monsieur Zemmour, il aurait pu faire une bonne année, mais bon, il a fait ça. Mais Madame Web, bon, ça se retrouve ici parce que c'est rond, c'est bourré de défauts, mais curieusement, ce film-là, il a échoué, mais pas Venom 3, alors que Venom 3 est bien pire pour moi que Madame Web, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je vois Madame Web et j'y repense et je me dis, ça bidé, alors qu'il y a quand même deux trois qualités, mais Venom 3, ça n'a pas bidé. Ça, bref. Encore une fois, des fois, je comprends pas comment certains films marchent au box-office et d'autres pas, alors que vraiment, pour moi, Venom 3, c'est le summum de ce qui peut se faire de pire en matière de divertissement, de super-héros, etc. Bref, donc Madame Web, c'était pas si. Ouais, si, quand même. Je suis désolé, en fait, j'essaye de lui trouver quand même des points positifs, mais bon. Des fois, pour valoriser un petit peu Madame Web, enfin, c'est plus facile de lui balancer des sauts de mer. Enfin bref, Madame Web, divertissement catastrophique avec un, voire deux seuls éléments à peu près potables. Numéro 4. En numéro 4, bon alors celui-là je pense que vous allez y accorder moins d'importance que pour les précédents. Dali de Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, c'est un cinéaste dont j'ai souvent parlé sur la chaîne, j'ai évoqué le deuxième acte, Yannick, Mandibule, pas mal de choses en soi. Mais alors Dali, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait vraiment pas du tout. Voilà, j'ai trouvé que la mise en scène, le montage, les acteurs, que c'était horriblement lourd. À chaque fois on en revient à la même blague du rêve, du fantasme ou de je ne sais trop quoi. Enfin, j'ai
trouvais que c'était un film incompréhensible, très mal monté, très mal joué. Enfin, Jonathan Cohen, j'ai rien contre lui, mais là, pour le coup, Jonathan Cohen serait plus bien fonctionner avec Leonardo Dupieux, mais là ça ne fonctionne pas. Autant Yannick c'était génial, autant le deuxième acte j'ai trouvé ça intelligent, autant Dali c'est celui qui a de trop entre les deux. Voilà, à force de trop vouloir être productif, à force de trop vouloir bosser, à force de trop vouloir être dans la comédie et de ne pas vouloir s'ennuyer, bah, il se perd dans son cinéma, il se perd dans des sketchs lourds, vraiment pas bons, très oubliables. Enfin, il n'y a que le premier sketch, voilà, avec Dali qui arrive dans ce long couloir et le sketch, il le fait durer, il le fait durer, il le fait durer. Vous savez, c'est il arrive dans un couloir, il sera à son interview, il met 3 plombes à arriver. Ce sketch, il fonctionne bien, il fait rire 2 minutes, mais après, tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment lourd, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Voilà. Il a voulu faire un film sur Dali, qui a une personnalité artistique relativement notoire et très intéressante. Il aurait vraiment pu en faire autre chose ou ne rien en faire du tout. Ça aurait été peut-être mieux. Voilà, vraiment quand il fait Yannick, qui était pourtant une œuvre qui était elle une œuvre vraiment intéressante, bien faite, bien jouée et tout ça, enfin la révélation pour Raphaël Quenard, bah le deuxième, au contraire, Dali c'est lourd. Et à force, c'est tellement lourd que tu ne souhaites que juste que ça se finisse. Donc, ouais, à force d'être trop productif, il aurait peut-être dû juste passer de Yannick au deuxième max. Ça aurait été peut-être plus cohérent, voilà, parce avec réalité, tout ça, il semble vouloir parler du monde du spectacle, du monde du cinéma, voilà, de la notion de divertissement. Or, avec Dali, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas fait, il y a un truc qui ne fonctionne pas, et à force, du coup, il dit rien d'intéressant. Donc Dali en quatrième position. En numéro 3, on rentre dans le summum de la médiocrité, du ridicule, du navrant même, Deadpool et Wolverine de Sean Levy. Alors, comme je vous le disais précédemment, c'est le genre de film que je rentre dans la catégorie des films sympas sans plus. Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est que je me souviens vraiment de quelques Marvel que j'ai beaucoup aimé. Je me souviens de quelques films que j'ai adoré suivre et qui continuent de me marquer, de me laisser un souvenir très positif. Genre Avengers l'ère d'Ultron que j'avais adoré, Infinity War. Bon, c'est pas l'Avengers ou même le Marvel dont je suis le plus fan, mais je trouve qu'au niveau des enjeux, de ce que les acteurs apportent à leurs personnages, au niveau du méchant, même Thanos, qui pour moi était quand même un antagoniste vraiment de taille, qui en jetait quand même à l'époque, même de Endgame, voilà, tout le climax de toute la dernière partie de Endgame que j'adore, voilà, avec un niveau d'épique et de spectacle, de divertissement, et puis on en vient maintenant à ça, quoi, à Deadpool et Wolverine, et je me dis, mais c'est pas possible quand même cette régression artistique, ouais, parce que c'est juste 3 potes, Hugh Jackman, Ryan Reynolds et Sean Levy qui se sont dit allez, on a envie de se faire un kiff, voilà, on a envie de rassembler les deux personnages, alors que pourtant la dernière fois qu'on a vu Wolverine c'était dans Logan qui est pourtant pour moi, et je suis pas le seul et je le sais à le penser, qui est pour moi un des plus grands films de super-héros, X-Men et compagnie. Et on en vient à retrouver tout ce beau monde avec Deadpool et Wolverine qui est pour moi le summum de la pauvreté humoristique et créative, voilà, qui fonctionne sur la base du multivers et des connexions interdimensionnelles, machin. Enfin, vraiment, voir Hugh Jackman là-dedans, alors que je le sais capable de bien mieux en tant qu'acteur, voilà, voyez-le dans Prisoners, voyez-le dans A Greatest Showman, voyez-le même dans Real Steel, de Sean Levy, justement, même lui, ils peuvent faire bien mieux que ça en tant que metteur en scène. Mais vraiment, mais plus je regarde, enfin, je l'ai vu 2 fois au cinéma, Deadpool et Wolverine, hein, et à chaque fois je l'ai partagé avec un ami, et c'était sympa, vraiment, c'est sympa de partager ça avec des potes, juste un soir, le temps d'une séance et tout ça, mais ça va pas chercher plus loin que ça, quoi. Mais vraiment, encore une fois, le seul problème que j'ai, c'est que vraiment, déjà que Marvel, après Endgame et Far From Home, le deuxième Spider-Man avec Tom Holland, ça allait plus chercher très loin, mais plus on avançait dans la phase 4, plus on avançait dans la phase 5, et moins ça fonctionne, quoi. Enfin, la phase 5, je crois qu'on est en cours de la phase 5, non? Enfin, je sais même plus où on en est d'ailleurs chez Marvel, avec tous les projets. Enfin, on verra bien avec le prochain Captain America qui arrive le mois prochain, mais là, pareil, je le sens pas très bien. Mais vraiment, Marvel, non, ça me désespère un peu de voir à quel point où ils en sont rendus, quoi. Non, ça me laisse perplexe, ça me laisse... Waouh, j'ai même plus les mots, j'en perds mes mots parce que vraiment, vous voyez, j'y repense, je revois des images, je revois des plans, je me dis, mais waouh, ce film n'a vraiment rien pour lui, quoi.
Peut-être la méchante à la rigueur, donc Cassandra Nova, jouée par Morika Baccarin, qui est pas mal, hein, qui est pas mal, mais c'est bien un des seuls bons éléments à la rigueur de ce film-là. C'est cool de revoir les deux, voilà, Deadpool et Wolverine, mais qu'est-ce que maintenant, en quoi l'univers Marvel en ressort mieux? Est-ce que ça lui permet de mieux briller? Non, au contraire, ça le fait régresser un peu plus. Et déjà qu'avec les Ant-Man, Quantumania, les séries Loki, machin chouette, ça volait plus haut. Non, mais vraiment, déjà, ils ont. Mais c'est même pas le pire, parce que j'ai pas non plus vu She-Hulk, hein, mais il paraît que She-Hulk, c'était pas ouf non plus. Mais vraiment, Deadpool et Wolverine, non, 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 c'était pas bien du tout. Bref, numéro 2. Alors, là, on passe à une comédie musicale française que j'ai hésité à mettre en numéro un, mais il s'en est fallu de peu parce que j'ai passé un très mauvais moment en salle. Ça s'appelle Joli Joli de Diastème. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler parce que bon, il n'y a pas eu de grosse communication, ni de gros push ni rien du tout. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça, je sais même pas, enfin, je vais essayer de formuler quelque chose de cohérent et d'à peu près compréhensible pour vous. C'était un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, honnêtement, que ce soit dans le jeu des acteurs, dans le montage, comment ce film est façonné, ce qu'il nous raconte, j'ai rien compris à l'intrigue. Enfin, honnêtement, depuis Jacques Demy, depuis Le Demoiselle de Rochefort et tout ça, je sais qu'on peut faire de belles comédies musicales. Je sais que les bonnes comédies musicales, ça existe. Celles qui respirent la joie de vivre, celles qui respirent les belles chansons, les beaux décors, celles qui nous donnent envie de chanter, de retenir des trucs et tout. Mais joli, joli, ça m'a. J'ai passé un très mauvais moment en salle. J'avais juste envie que le film se termine. J'ai trouvé ça long, très mal joué. Les chansons, j'en ai pas retenu une seule. J'ai même pas trop compris comment l'intrigue était façonnée, quel lien il y avait entre les personnages et tout ça. Pourtant, on a de bons acteurs, hein. Il y a William Lake Bill, notamment, que j'apprécie de plus en plus. Je vous invite à aller voir un de ses précédents rôles, un beau rôle, justement. Non, le beau rôle, que j'ai trouvé très très bien. Là-dedans, il était bon. Mais honnêtement, il y a Clara Luciani là-dedans. Je sais pas trop ce qu'elle fout là-dedans. Clara Luciani, pareil, José Garcia. Enfin, même, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre en fait comment ce film est façonné, le rapport qu'il y a entre les personnages qui nous racontent. Enfin, voilà, je crois comprendre que c'était l'histoire entre un écrivain et une chanteuse. Non, et entre un écrivain raté et une actrice star montante, c'est à peu près tout, mais vraiment j'ai pas passé un moment seul. Je veux même pas plus m'étendre parce que j'ai trouvé que c'était vraiment 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 mauvais, vraiment. Je sais pas si c'est assumé comme ça, vraiment, si ça a été construit pour donner ce résultat-là, mais dans tous les cas, même si c'était d'intention ou pas, dans tous les cas, j'ai vraiment pas accroché à ce que c'était censé rendre à l'écran. Donc, joli, joli, vraiment, j'ai rien d'autre de plus à dire. J'ai trouvé ça juste d'un mauvais. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas passé un aussi mauvais moment, ça. Et encore, j'ai pas encore parlé du numéro 1. Et pour moi, le pire film de l'année, je l'ai même pas terminé. Je suis parti avant la fin de la salle avant la fin du film parce que j'en avais trop marre, parce que c'était trop pénible. J'ai trouvé que ça racontait rien du tout, que je sais même pas. Enfin, le film a été un flop considérable pour Kevin Costner, pour les studios, pour à peu près tout le monde correctement, puisque Kevin Costner l'a autoproduit. Horizon, chapitre 1. Ouais, bah justement, ma décision de le mettre en numéro un reposait sur le fait que du coup c'est un des seuls films que je n'ai pas vu en entier en salle. Parce qu'honnêtement, le film dure 2h40, 3h. Oui, bah non, toujours pas. Je pensais, vous voyez, en fait, moi je pars du principe que quand je regarde ma montre plus d'une fois pendant la séance, c'est que vraiment il y a un problème. Pour Joli Joli, j'ai regardé ma montre, ouais, une fois deux fois, mais bon, ça va, le film n'était pas très long, donc je l'ai peut-être regardé une fois, une deuxième fois vite fait, mais la deuxième fois, le film allait se terminer, donc ça va. Mais par contre, pour Horizon, j'ai regardé ma montre trois quatre fois. La première fois, je pensais que j'avais regardé au moins 2 heures de film, j'avais regardé que 30 minutes. Je vous jure, j'en pouvais plus. C'était horrible. Vraiment, je m'ennuie rarement comme ça autant au cinéma. Je suis allé voir le film parce que j'avais lu un peu partout que voilà, c'est un film quand même qui méritait qu'on lui donne de l'attention, qu'on aille le voir, qu'on aille le soutenir parce qu'il y avait une histoire, vraiment une bonne histoire, une bonne interprétation de Kevin Costner que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais quand ça marche pas, quoi. Je veux dire, je n'ai pas accroché à une seule chose, à un seul élément de ce qui a pu se passer à l'écran. Et allez, si je peux retenir une seule chose de tout le film, c'est que j'ai trouvé certains plans à la rigueur jolis. Voilà, c'est un film qui se passe dans l'Ouest, un vieux western comme à l'ancienne. Mais je suis pas très fan des westerns de base, j'en aime très peu. Mais alors là, c'était pas possible pour moi. Vraiment, Kevin Costner, je sais pas
quelles étaient ses intentions avec ce film-là. En plus, je sais que c'était que le premier d'une série de 3 4 films. Je pense pas que je n'irai probablement pas voir les suivants, parce que vraiment, là, j'ai trouvé que c'était la platitude en elle-même. Voilà. À l'écran, j'ai pas trop compris ce qui se passait, quel personnage fallait suivre, quelles intrigues étaient liées entre elles, qui étaient les personnages, comment ils intervenaient dans ces histoires, quel rôle à jouer ils avaient dedans. Vraiment, même au niveau de la mise en scène, ouah, gros plan, grand spectacle western à l'ancienne, un peu à la Sergio Leone, mais globalement, non, vraiment, vraiment pas rien, non, non. Numéro un, encore une fois, parce que je suis parti de la salle, j'en pouvais plus, vraiment, je me suis vraiment, vraiment emmerdé comme un rat mort devant ce film. Vraiment, c'était pas possible. Donc, voilà pour le top 10 des fun, enfin pour le flop 10 2024, voilà donc Horizon, Joli Joli et Deadpool et Wolverine, Dali, Madame Web, May December, Priscilla, Sans un bruit jour 1, Alien Romulus et Joker numéro 2, Folia 2. Voilà, et plus les deux autres que j'ai mentionnés en fin de vidéo. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on a des flops en commun. Voilà, alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup développé sur Horizon et Joli Joli, mais en fait, quand des films ne m'inspirent rien, quand j'ai rien à dire dessus parce que tout m'a déplu, voilà, faut pas chercher à aller plus loin. Vraiment, Horizon, j'ai rien négativement d'intention, rien ne m'a marqué, non, vraiment pas. J'ai vraiment pas trouvé que c'était des films, ces films ne m'ont rien inspiré de bien, ne m'ont rien inspiré du tout. Je n'ai rien de plus à redire, donc je suis désolé hein, si vous trouvez que j'ai pas assez développé, c'est juste parce que je les ai vus en salle, j'ai fait cet effort de me déplacer pour les voir. Rien à redire en plus. Voilà, voilà, bah écoutez, maintenant on va pouvoir entamer cette année 2025 comme il se doit. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Euh, pour éviter là pour ne faire qu'une pierre de coups, je vous recommande le nouveau film de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura, qui est une comédie noire à la sauce inspirée des frères Cohen, qui est un cinéma que j'aime beaucoup. Franck Dubosc, c'est pas le mec qui me donne le plus envie d'aller voir ses films en salle, voilà, parce qu'il fait des comédies que j'aime pas trop regarder. Voilà, son cinéma c'est pas vraiment ce pour que je puisse aller me déplacer en salle, mais plutôt ce que je regardais chez moi, en soir, en famille ou avec des amis. Encore une fois, voilà, c'est juste des comédies sympathiques, mais vraiment sans plus. Mais pour autant, Un ours dans le Jura, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Donc je vous encourage à aller le voir. Voilà, j'ai hésité à vous en parler à la fin de ce flop pour en faire une vidéo, mais bon, du coup, vu que j'y pense et voilà, vu que cette vidéo n'est pas encore trop longue, voilà, je vous recommande vraiment. L'humour passe très bien, c'est assumé, c'est bien joué. Voilà, alors Calamy, Benoît Poulvord, Kim Michelin, tout ça, il y a quand même un bon tandem d'acteurs, un bon stand qui fonctionne très bien. Voilà, le vent auquel ça Franck Dubosc, voilà, ça lui redonne des couleurs en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur même. Il fait le taf dans les deux rôles, dans les deux casquettes, donc vraiment ça fonctionne bien. Donc je vous recommande Un ours dans le Jura. Voilà donc pour ce début d'année 2025, voilà donc d'autant plus que j'ai vu le Will I Win Time que je vous recommande fortement, et puis Annonce dans le Jura, donc qui sont mes deux premières bonnes séances de 2025. Voilà, donc mettez-moi en commentaire vos flops, ce que vous avez aimé en début d'année, et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!